Alors, bonjour à tous et à toutes. En ce jour, j'ai l'immense honneur de vous présenter nos différentes panélistes qui vont nous aider à mieux comprendre cette thématique. Pour commencer, nous avons Madame Catherine Coqueret-Vidrovitch, qui est une professeure des universités Paris et Diderot. Elle a été co-commissaire de l'exposition Afrique, des routes l'Afrique dans l'histoire et a dirigé le catalogue Les routes de l'Afrique. Elle est également auteure avec plus de 10 livres à son actif. Nous avons également Madame Rosalie Diop, qui est titulaire d'un PhD en sociologie de l'Université de Québec à Montréal. Elle est enseignante-chercheuse à l'Institut des populations, développement et santé de la reproduction de l'Université Cheikh. Ses recherches et ses enseignements au Sénégal et ailleurs portent sur le genre, la santé de la reproduction, l'excision et les violences faites aux personnes vulnérables. Pour finir, nous avons Madame Laetitia Goli, qui est diplômée d'un master de droit international public. Elle est féministe, activiste et blogueuse sur les thématiques qui traitent des droits de la femme, de la gouvernance politique, mais également de la citoyenneté. Consultante juridique, elle est aussi la responsable juridique de la Ligue ivoirienne des droits de la femme. Merci à vous d'être là, d'être présente aujourd'hui. Comme on a pu le voir, en Côte d'Ivoire, bien qu'aucune femme ne se ressemble, elles transmettent généralement la même chose à leurs enfants, particulièrement à leurs filles, à qui elles s'acharnent à transmettre les valeurs et les normes qu'on leur a inculquées. Et c'est à juste titre qu'on a le droit de se demander pour quelles raisons ces femmes qui ont marqué nos vies s'attachent à nous transmettre ces valeurs et ces normes pourtant si codifiées. Maintenant, je m'adresse à vous, public. Qu'en pensez-vous au vu de ce micro-trottoir que l'on vient de voir? Merci bien. Je m'appelle Adja François, je ne sais pas si on me voit de loin. Je m'appelle Adja. Et à partir de micro-trottoir, j'ai suivi, j'ai écouté ces interventions. Moi, je ne suis pas surpris. Je suis Kabio. Je suis un fils du peuple Achan, ce que le peuple que la France coloniale appelait Brié. Ces interviews, pour moi, ces interviews font partie de notre tradition, notre initiation culturelle du côté des femmes. Donc, c'est un apprentissage, quand on parle de l'initiation, c'est un apprentissage. Et l'apprentissage des jeunes filles qui deviennent maintenant des femmes actrices publiques dans leur savoir-faire, dans leur savoir-faire, savoir vivre dans la communauté, à la place publique. Donc, je ne suis pas surpris. Merci. C'est une école, disons. Hein. Donc, pour résumer votre propos, monsieur, selon vous, ça fait partie des codes de la société ivoirienne, ce que les femmes transmettent à leurs filles. Est-ce que, Madame Vitrovitch, vous voulez bien recontextualiser? Par rapport aux femmes ivoiriennes, je ne suis mal placée pour le dire, parce que je ne suis pas ivoirienne et je ne suis pas africaine. J'ai essayé d'étudier les femmes et ce que je pense, c'est que les femmes, un certain nombre de femmes contemporaines aujourd'hui sont des femmes très fortes. Il y a toujours eu des femmes très fortes en Afrique. Il faut être très fort pour être une femme et affirmer sa personnalité dans toutes les sociétés, mais peut-être particulièrement dans des sociétés comme beaucoup de sociétés africaines qui sont où la masculinité est très importante dans la société et où dans les traditions anciennes en général, la femme exprime d'une part la fécondité et d'autre part la subsistance de l'ensemble de la famille.
Ce qui peut paraître un peu contradictoire d'ailleurs, parce que la fécondité c'est d'avoir beaucoup d'enfants et la subsistance c'est d'assurer la survie de tous ces enfants. Et c'est vrai que dans beaucoup de sociétés africaines, toute la subsistance, mais depuis la plantation jusqu'à la nourriture des enfants, en passant par la cueillette, la moisson, le transport dans les greniers, etc., tout était féminin. Et je dois dire, je ne vais pas parler très longtemps, mais j'ai eu beaucoup d'étudiants en France, du temps où il n'y avait pas de thèse encore, il y avait seulement l'université Cheikh Anta Diop, et il n'y avait pas de troisième cycle en histoire. Donc tous ceux qui voulaient étudier l'histoire et devenir professeur d'histoire venaient en France. Il y avait très peu d'universités, dont la mienne, qui formait effectivement en particulier en histoire africaine. Et j'ai commencé à enseigner, vous n'étiez pas né, dans les années 1972, et je dirais que jusqu'à la veille de 2000, la quasi-totalité de mes étudiants de troisième cycle, mes étudiants qui préparaient une thèse, étaient des garçons. Et c'est avec eux que je mettais à l'épreuve mon ouvrage que j'avais commencé en 1985 et qui a dû paraître dans les années 90 sur l'histoire des Africaines sous la colonisation, une espèce de livre de synthèse pour transmettre au public français tout ce qui était déjà travaillé en anglais par les sociologues et les anthropologues de langue anglaise ou américaine. Et j'éprouvais mes découvertes auprès de mon public. Et mon public était exclusivement masculin. Et jusque dans les années 2000, et africains. Les réactions de ces jeunes gens, d'une certaine façon, correspondaient aux réactions des jeunes Français 50 ans avant. C'est-à-dire que, je dirais simplement, tous les poncifs passaient. Ma femme doit pas avoir son indépendance parce que si elle a de l'indépendance, je ne pourrai plus la maîtriser. La femme est faite pour élever les enfants. Et moi, je leur disais, est-ce que vous pensez que c'est normal? Parce qu'à cette époque-là, ça a changé après 2000, parce que les étudiants étaient devenus des enfants de citadins. Mais avant 2000, la plupart avaient des parents au village et donc avaient été élevés au village. Et je leur essayais de leur faire sentir, est-ce que c'est normal que ce soit les femmes qui portent l'eau, que ce soit les femmes qui portent le bois ou les petits garçons, mais pas les hommes. Et personne n'y avait pensé à l'époque. Donc je veux dire que les femmes qui ont justement réagi à ce genre de choses et qui sont les femmes fortes d'aujourd'hui, elles ont été très vigoureuses pour faire entendre, elles sont toujours très vigoureuses pour faire entendre une voix de possibilité d'égalité dans la différence, parce qu'une femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme, dans l'enfance, dans l'adolescence et à l'âge adulte. Merci beaucoup, madame. Mais avez-vous des exemples de femmes fortes aujourd'hui ou de femmes qui vous ont marqué, que ce soit vous, mesdames les panélistes, ou dans le public? Je pense que le micro-trottoir en fait a fait sortir un bon nombre de femmes dans notre entourage le plus proche. On va peut-être dire nos tantes ou nos mères qui ont été. Il y a une dichotomie vraiment entre la force que la femme africaine a et la faiblesse en fait qu'elle doit présenter en société. Je pense que ça a été un modèle très fort pour nous autres, du fait qu'on a vu des femmes très fortes s'assumer la subsistance, assumer la famille, mais aussi très oppressées dans un système. Pour moi, ça a été en fait une sorte de modèle, mais plus loin, un modèle féministe qui, moi, m'a marqué très vite. Je pense que j'avais 16 ou 15 ans, ça a été Gisèle Halimi, parce que j'ai lu La cause des femmes très tôt, et il y avait une sorte de ressemblance entre une femme de Tunisie, une femme à la peau blanche, et moi, qui suis née et ai grandi dans un pays d'Afrique de l'Ouest finalement. Donc je pense que j'ai suivi Halimi très vite, j'ai suivi ses combats, et en tant que féministe, activiste politique, juriste, moi je pense qu'elle a vraiment influencé, voilà. Donc je vais passer le micro à
Merci beaucoup. Moi, je pense qu'effectivement, on peut partir de ce micro-trottoir pour voir ce qui a été quand même un legs au vrai sens africain du mot. Vous venez de le dire, c'est qu'il nous faut partir du fait que dans la société africaine, c'était une société bien hiérarchisée. Et que c'est dans cette distribution, ou bien dans la socialisation de l'individu qu'on a eu à distribuer des rôles. On peut revenir maintenant sur le fait qu'est-ce que les rôles tels que distribués sont positifs d'un côté ou négatifs de l'autre côté. Mais ce qui est important dans un premier temps, c'est de dire qu'effectivement, dans cette distribution de rôles, les hommes avaient ce qu'on appelait le rôle instrumental. Qu'est-ce que c'est que le rôle instrumental? C'était aux hommes d'être des pourvoyeurs, c'était aux hommes donc de partir et d'assurer la subsistance de la famille dans son entièreté. À l'inverse, le rôle de la femme, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, en tout cas sociologiquement, le rôle expressif, où la femme était là avec des tâches bien définies. Et de ces tâches bien définies, c'est vrai, c'était donc dans la sphère privée où on doit rester, éduquer les enfants, donner à manger, etc., etc. Donc, je ne reviens pas sur cette distribution assez quand même controversée de ces rôles. Mais dans un premier temps, c'est de montrer que dans cette société, c'était des sociétés hiérarchisées où on avait quand même des rôles à faire. Il s'est trouvé que j'ai beaucoup aimé ces regards tout à l'heure de ce que la société a fait et ce que les femmes ont transmis. C'est vrai, il fallait transmettre un savoir, il fallait faire dans ce qu'on appelle la reproduction sociale au vrai sens bourdieu du mot, parce qu'il fallait donner à ces enfants, que ce soit les filles, que ce soit les hommes, donc ce qu'on a appris à l'école, et à l'école, quand je parle de l'école, c'est de l'école des pères. Les hommes apprenaient aux enfants garçons le rôle de futur boromkeur, entre guillemets, on dit boromkeur en wolof, c'est-à-dire le rôle de futur, donc mari, pourvoyeur de famille. Et aux filles, on les apprenait déjà dès le bas âge, le rôle de future femme qui est là à être belle. Je ne vais pas entrer dans des considérations pour le moment stigmatisantes, mais c'est juste pour vous montrer comment ça a été distribué, ces différents rôles, et que finalement, qu'est-ce que ces rôles ont donné dans la société, dans les sociétés africaines, dans sa globalité. Donc ça, c'est quand même un premier aspect important. Maintenant, aujourd'hui, tel que définit ces rôles, parce qu'il y avait une époque, et c'est là où je veux quand même qu'on arrive à réfléchir sur aujourd'hui, si on a à transmettre, qu'est-ce qu'on doit transmettre à nos enfants d'aujourd'hui, par rapport à l'évolution et par rapport à ce qu'on a dit des mutations sociales et des mutations de la famille. Qu'est-ce qu'on a à léguer à nos enfants d'aujourd'hui? Mais dans le temps, quand même, c'était dans leur vision d'une forme de société et que la société était ainsi faite. Et de cette manière-là, il fallait socialiser les filles comme les garçons en fonction de ces différents rôles. Merci. Merci beaucoup, Madame Diop. OK. En fait, j'aurais une question pour Madame Diop. Donc, je trouve ça très intéressant ce que vous dites sur la question de la répartition des rôles. Mais à l'époque où l'homme ne va pas à l'extérieur pour travailler, mais où la subsistance est basée sur la plantation. Du coup, comment ça se passait? Parce que... Bon, je parle de la société africaine dans sa globalité. Et que même s'il s'agit de la plantation, l'homme sortait de la maison. Quand on parle de la sphère privée, c'est que la fille ou bien la femme ne devait pas sortir de la sphère privée où elle est surveillée, où elle est censée être protégée. Parce qu'il nous faut utiliser les concepts qu'il fallait. Maintenant, s'ils sont à déconstruire, on pourra déconstruire. Mais comme vous venez de le dire, effectivement,
Même aller à la plantation, ça permettait aux hommes de sortir de la maison et de pourvoyer à leur propre famille. Que ce soit la plantation, que ce soit aller faire la chasse ou bien la pêche ou bien aller cultiver, mais c'était le rôle quand même dévoué aux hommes de nourrir la famille et de penser à la subsistance de la famille. Maintenant, la femme, son rôle, c'était dans la sphère privée. Sauf que peut-être professeur Catherine est revenue là-dessus. Ce qu'on disait de la femme qui devait rester dans la sphère privée, beaucoup d'études ont montré qu'effectivement, les femmes accompagnaient également les hommes dans les champs, si je prends la plantation, ou bien si je prends le Sénégal, que je le maîtrise le mieux, dans les champs d'arachide, on voyait que aussi les femmes allaient quand même aider les hommes donc, dans ces différentes tâches, etc., etc. Vous voyez, mais quand même, ce qui était bien défini, c'est que dans la sphère privée, la femme avait son rôle bien défini, qui était le fait d'avoir des enfants, d'éduquer les enfants, participer à tout ce qui est sens de la reproduction sociale, etc. Donc, et l'homme, tout ce qui a été demandé à l'homme, c'était de protéger cette femme-là, mais également de subvenir à ses besoins. Donc, que ce soit la plantation, les champs d'arachide ou bien ailleurs, c'était quand même ça qui était dévoué aux hommes. Et partout, par exemple, dans les sociétés d'une manière générale. Oui, je voudrais apporter une nuance à ce que j'ai dit tout à l'heure en fonction de ce que vous avez dit, parce que le rôle des femmes comme pourvoyeuses, depuis la production jusqu'à la réalisation et la nourriture, c'est effectivement pas le schéma classique au Sénégal et dans l'extrême ouest de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est véritablement le schéma classique d'une très grande partie de l'Afrique. L'Afrique est un continent immense et donc on ne peut pas généraliser à partir d'un cas. Il y a énormément de formes différentes, bien entendu. Mais disons en Afrique centrale, en Afrique forestière, en Afrique équatoriale, en Afrique, une partie de l'Afrique australe, véritablement la subsistance, toute la subsistance, c'était les femmes. Et les hommes, c'était la politique, le politique. Et ça, c'est en fait une réalité dans toutes les sociétés. Hein. C'est pas exceptionnel dans les sociétés africaines, je dirais. C'était la même chose. Ça a été très fort en France, par exemple, au XIXe siècle. Sans parler des siècles plus anciens où il y avait des formes différentes, mais au XIXe siècle, c'était devenu vraiment alors on ne s'occupait pas tout à fait de la base, parce que la base au XIXe siècle, c'était les ouvriers, les ouvrières, et finalement on ne distinguait pas les sexes et les enfants aussi, tout le monde travaillait à l'usine. Mais disons dans les classes moyennes, véritablement, c'était l'homme qui s'occupait du métier, du politique, de tout ce qui est public, et la femme restait à la maison pour les tâches ménagères. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé la jeune femme dans le film, celle qui commence et qui dit moi, je n'ai pas envie d'apprendre à faire la cuisine, je n'ai pas envie de faire le rôle traditionnel, finalement, des femmes, de toutes les femmes du monde. Et je pense que, justement, c'est une très grande nouveauté. C'est une très grande modernité, revendication des femmes, précisément de désormais refuser en partie la transmission, pas toutes, bien sûr, il y a des valeurs transmises qui sont très importantes, culturelles, historiques, etc. Mais ce type de valeurs de réserver le rôle de l'homme et de la femme, les jeunes femmes d'aujourd'hui, souvent, en particulier les citadines, mais pas seulement, le refusent. Et elles ont raison de le refuser, parce qu'on n'est plus dans les sociétés anciennes, que ce soit médiévales, françaises, européennes, africaines ou autres. Les temps ont complètement changé, on est temps de la mondialisation, toutes les idées ont changé, et donc un certain nombre des valeurs de nos mères ne sont plus valables aujourd'hui pour les filles. Et le problème, c'est de faire le partage, de voir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Je pensais, excusez-moi, j'occupe un peu la parole, mais je pensais à mon cas personnel.
qui n'est pas exceptionnelle, puisque j'étais tout enfant, entre 4 et 8 ans, 4 et 9 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale. En plus, nous étions d'origine juive, donc clandestins en France, donc cachés, donc dans une situation tout à fait difficile dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Mon père est mort quand j'avais 5 ans, en 1942. Un de mes grands-pères s'est suicidé de désespoir à cause de la situation. L'autre grand-père a été déporté et mort à Auschwitz. Et qu'est-ce qui est resté? Il est resté ma mère, 32 ans, avec 2 petites filles de 4 ans et 9 ans, ayant à charge sa belle-mère, qui était la seule rescapée de la famille, et donc pas le choix. Elle est devenue l'entrepreneuse, la pourvoyeuse, la travailleuse, celle qui était à l'extérieur, la chef de famille. Et je me suis dit, finalement, c'est le cas de beaucoup de femmes africaines, dans le cadre de familles d'aujourd'hui, où très souvent, ça arrive, alors je ne veux pas faire de généralité trop abusive, dans les sociétés dans lesquelles j'ai étudié, qui sont surtout des sociétés d'Afrique plutôt équatoriale qu'occidentale, l'homme est dehors, l'homme s'en va, l'homme a plusieurs femmes, finalement la femme reste avec les enfants, là où les femmes, elles restent avec les enfants et elles assument tout. Et ça a commencé à la colonisation, quand les colonisateurs ont réquisitionné les hommes pour construire les maisons, les chemins de fer, etc. Qu'est-ce qui restait à la maison, au beau village? Les femmes, les vieux et les enfants. Et donc, les femmes ont dû assumer l'ensemble des tâches. Et ça, c'est pas nouveau. Et d'une certaine façon, je me disais, la femme africaine dont le mari est parti ou qui a disparu et qui assume tout, et ma mère, c'était un peu la même chose. Sous des formes différentes, évidemment, parce qu'on n'était pas dans les mêmes sociétés. Et donc, je reviendrai, ça sera une autre partie de la discussion, je pense, l'éducation apportée aux filles par rapport à ces problèmes-là. Et j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Je pense que mon éducation à l'époque, compte tenu de mon âge, a été tout à fait exceptionnelle. Et j'ai eu beaucoup de chance, en réalité, dans les malheurs dont je suis sortie. J'ai pas été arrêtée, j'ai pas été déportée, j'ai pas été gazée. Et à partir de ce moment-là, je peux dire que d'avoir une vie exceptionnelle dans ce cadre, ça a été finalement une chance pour le reste de la vie. Mais évidemment, il faut survivre d'abord. Merci beaucoup pour votre intervention, madame. Madame Goli, j'aimerais savoir votre expérience personnelle dans votre sphère privée. Est-ce que vous avez ressenti cette séparation entre les garçons et les filles, que ce soit au niveau des jouets, de l'éducation, des tâches ménagères? Est-ce que vous avez senti cette séparation? Alors moi, en ce qui me concerne, je suis toujours assez mitigée. Parce que je partage aussi l'histoire du père absent, finalement, de la maman qui est présente, qui est lettrée, qui est cadre, finalement, qui est docteur. Oui, donc, j'ai en face de moi une mère qui m'inculque d'autres valeurs, finalement, qui me dit que j'ai le droit d'aller à l'école, j'ai même le devoir, qu'il n'y a pas de tâche qui soit celle des garçons ou des filles. Je n'ai pas forcément vu, je ne me suis pas vue forcément interdit de jouer à ci ou à ça. Mais je pense que quand on sort de ce cadre très restreint de la famille nucléaire, on va aussi vers d'autres sphères de socialisation que sont les amis, que sont même la famille élargie, l'école. Et dans ces sphères-là, on se ramène toujours à la condition d'être une fille. Et c'est là où le choc, il est grand, parce que vous avez une maman qui vous inculque des valeurs de liberté, qui vous dit tu peux devenir ce que tu veux. Et lorsque vous allez à l'école, c'est violent. C'est là où souvent, lorsqu'on a des tâches, moi j'ai fait l'école privée, l'école publique au niveau du lycée. Et vous avez la classe, quand on est de service, qui doit nettoyer la classe, les filles. Qui doit faire ceci, les filles. Mais pourquoi en fait? Parce que tu sors d'une maison où
tout le monde fait ce qu'il peut faire à la hauteur de son âge, de ses moyens, et tu arrives, on vous dit non, les filles doivent faire ça. Lorsque vous commencez à grandir, moi quand j'ai commencé à grandir et que j'ai voulu faire le droit ou la politique, on m'a dit non mais tu es une fille, tu ne peux pas vouloir faire la politique ou vouloir t'investir dans un milieu politique, c'est même pas possible. Et c'était pourquoi, à chaque fois, mais pourquoi je ne peux pas. Et je me rappelle aussi que lorsqu'on a de bons résultats en tant que fille, on nous dit mais les garçons, vous ne pouvez pas laisser les filles vous dépasser. Et c'est là où il y a toujours ce décalage entre ce que moi j'ai reçu, ce que d'autres filles peut-être n'ont pas reçu, et ce que la société nous renvoie en tant que femme. Tu as une place, tu ne peux pas prétendre vouloir faire le doctorat parce que finalement, qui va te marier? Moi, je ne voulais pas faire d'enfant, mais pourquoi tu ne veux pas faire d'enfant? Mais c'est ton rôle. Quand tu parles, madame, vous êtes belle, votre mari aura de la chance. Non, je ne veux pas me marier, mais pourquoi? C'est-à-dire, en fait, c'était comme si on avait toute une société qui voulait vous mettre dans une case et qui disait, en fait, cette case, elle est la vôtre. Voilà, et ça a été ça mon expérience personnelle. Et moi, j'ai rencontré, comme je vous l'ai dit très tôt, le féminisme, sans savoir que c'était le féminisme. Donc, j'ai lu ce livre qui parlait d'émancipation féminine en Afrique et dans le monde. Et j'ai dit, mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est tous ces questionnements, parce que je vais terminer par là, mon frère qui va à l'école militaire, et moi, je veux partir à l'école militaire, et je lui dis, mais je veux. On dit, non, tu ne peux pas. Et quand je demande, tu es une fille. Donc, à chaque fois, c'était comme si j'étais une fille et c'était mon blocage, c'était ma seule faute, en fait. Et finalement, je pense que beaucoup de filles ont ressenti ça, beaucoup de féministes, beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont épousé ce combat-là, ont finalement refusé d'être une femme ou d'être une fille. Parce que si ça peut nous empêcher, nous, de penser, de grandir, ben, pourquoi pas? Donc, je pense que c'est ça mon expérience. Merci beaucoup, madame. Parler en public ne m'est pas très aisé. Je vais essayer. Bonsoir à tout le monde. Pour en revenir au micro-trottoir, il y a un mot qui m'a frappé. C'était le mot consentement. Ça me ramène à tellement de choses et je trouve que c'est vraiment important. Le consentement, c'est la base de tout. Mais comme vous l'avez dit ici, principalement la dame qui vient de Dakar, dès le départ, de par nos traditions, de par nos cultures, ça a été catégorisé. C'est-à-dire les hommes, ils ont leur place, les femmes ont leur place. Même au niveau de l'école, de l'éducation, les hommes, les garçons, on les laissait aller à l'école, alors que les filles, on se disait la finalité, c'était le foyer. Aussi simple que ça. Du coup, nous étions comme... bon, je vais dire nous pour parler de nous tous, mais sinon, je pense avoir eu la chance d'avoir un papa qui m'a mis au même niveau que mes frères. Voilà, de bonnes écoles. Il n'a jamais été fatigué de payer une école pour moi ou quoi que ce soit. Je pouvais continuer autant que je voulais. Voilà. Mettre les garçons en avant et considérer les filles comme une monnaie d'échange, comme des objets, parce que j'ai récemment vu un documentaire au Bénin où un homme disait qu'il avait acheté une jeune fille. Et la jeune fille était allée voir des associations pour voilà, se départir, sortir de ce mariage-là. Donc, longtemps en Afrique ici, c'était comme ça. Les filles comme quelque chose de pas très important. Mais aujourd'hui, moi je remarque qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, les changements, les difficultés, les femmes, elles se positionnent en face des hommes comme, pas leur égal, mais des soutiens, des partenaires, des personnes des personnes auxquelles ils ont confiance, des personnes qui sont leurs partenaires de vie pour aller de l'avant. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'éducation joue un rôle très important. L'éducation, pas forcément aller à l'école, mais aujourd'hui, je vois des femmes qui sont dans des zones rurales, qui font par exemple de façon pas très organisée, on va dire du beurre de karité. Et vous voyez des associations qui viennent, qui les aident avec du matériel, qui les aident avec de la formation, et ces femmes-là, elles sont tout de suite indépendantes. Elles travaillaient comme des bêtes de somme pour nourrir leur famille et tout, mais aujourd'hui, elles sont organisées. Elles ont des assemblées où elles s'expriment, elles parlent avec d'autres femmes, elles ont leur voix porte, et elles sont rémunérées, elles sont souvent comme des salariés. Et là, l'importance se voit.
tout de suite, elles acquièrent de la valeur, elles ont le droit de parler en société. Et voilà, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. Merci. Bonsoir. Moi, je voudrais dire que, bien évidemment, il y a énormément d'exemples de femmes qui ont réussi, qui se positionnent, mais je suis d'un naturel très optimiste et je crois vraiment que les femmes ont toute leur place dans ce monde, mais je suis parfois très inquiète. On a été, je crois que tu étais avec nous, à l'école d'Aquedo il n'y a pas si longtemps, et donc l'idée c'était de nettoyer l'école un peu, qui avait des côtés un peu insalubres. Et les femmes instites disaient aux petites filles, venez ramasser, nettoyer. Elles ne s'adressaient absolument pas aux garçons. Voilà, et ça c'est il y a un mois, c'est-à-dire en 2022. Donc il y a parfois des inquiétudes par rapport à ça. Et vous parliez de l'école et du financement. Je suis ici depuis un certain nombre d'années et j'ai assisté à une situation où un parent d'élève avait 2 enfants, une fille et un garçon, des jumeaux. La fille était excellente, le garçon un peu moins performant, on va dire. Il y avait des difficultés financières et ils ont fait le choix de retirer la fille de l'école, alors que c'est elle qui était performante. Voilà, donc je pense que le combat est vraiment pas gagné et qu'il faut encore se battre. Voilà. Merci beaucoup, madame. En fait, je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, j'étais très pessimiste. Ensuite, je me suis dit non, il ne le faut pas. Le combat n'est pas encore gagné, vous l'avez dit. Et on peut démultiplier les exemples où aujourd'hui on sort des filles de l'école parce qu'effectivement, elles doivent se préparer à se marier et que le garçon doit continuer ses études. J'ai fait des recherches où aujourd'hui, des filles qui sortent de l'école, si je prends dans le cadre d'une pauvreté quelconque, des filles qui préfèrent sacrifier leur éducation et à l'inverse, l'argent qu'elles vont gagner dans des travaux informels, etc., c'est pour payer les études de leurs frères. Parce que c'est le garçon. C'est vrai. En tant que, on le dit très souvent, un changement de mentalité, c'est quelque chose qui est très long à acquérir. Ce n'est pas pour demain la veille qu'on va changer rapidement, en tout cas, les façons de voir, les façons de faire de nos sociétés. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas le faire. Il faut y aller. Mais c'est un combat de longue haleine. Et c'est un processus également, parce que quand même, il ne faut pas négliger les acquis. Et je suis du genre à dire très souvent, parfois ce qui est acquis, moi je voudrais bien qu'on les valorise pour montrer qu'on peut. Et de ne pas toujours rester dans un cadre de victimisation. Je viens de sortir, je ne vais pas monopoliser la parole, d'un panel où, pour la première fois dans le cadre des violences avec une certaine vulnérabilité, il y avait une TS, c'était les travailleuses de sexe, il y avait un ancien toxicomane, il y avait une femme atteinte de sida, ils étaient 4 à peu près. Parce que tout à l'heure, quelqu'un disait que c'est comme si on ne nous demande pas de se relever, pour dire que les femmes sont très fortes et elles ont toujours cette capacité de résilience qui leur permet toujours de se tenir debout. Et pour la première fois, j'ai vu ces 3 femmes-là qui sont là à raconter leur propre histoire. Il ne faut pas juger, il ne faut pas catégoriser, je ne suis pas du genre à stigmatiser. Les causes, elles en ont parlé, mais ce qui était important pour moi, ce n'était pas les causes, pourquoi tu es devenue prostituée ou bien travailleuse de sexe, pourquoi tu as eu le sida, pourquoi, etc. Non, ce n'était pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'elles sont relevées et qu'aujourd'hui, elles sont devenues des médiatrices et qui sillonnent à peu près un peu certaines zones pour donner en tout cas le bon exemple, pour dire que je l'étais, je ne le suis plus, mais il y a d'autres perspectives donc en jeu. L'autre aspect important, vous venez de le dire, c'est le consentement. J'ai beaucoup aimé, quelqu'un aussi a dit, on n'a pas le choix. Quand on nous éduquait, peut-être nos mamans nous disaient que vous n'avez pas le choix. C'était comme ça la société, mais la société évolue.
on n'a plus le choix également. Avec cette évolution de cette mondialisation, etc., qui font qu'avec tout ce qui est éthique, il y a une autre forme de voir le monde, il y a une autre forme de socialisation. Ce n'est plus les parents qui vont inculquer des rôles d'avant, non. Actuellement, on est dans une phase, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je dis de négociation avec nos enfants. Tu as beau leur inculquer des rôles, tu as beau les inculquer des principes qui émanent peut-être de ma socialisation, mais elle vient de le dire tout à l'heure, ça c'est la socialisation primaire. Vous allez sortir, et peut-être même, vous n'avez même pas besoin de sortir, comme disait un de mes amis, vous pouvez rester même chez toi, avec tes parents autour, et tu es dans un autre monde. Vous voyez, donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on doit réfléchir sur quelles sont les méthodes, quelles sont les stratégies utilisées aujourd'hui pour inculquer d'autres formes de valeurs, de responsabilité à nos enfants, qui ne sont plus les responsabilités il y a quand même des années et des années. Parce que ce n'est plus de muse, la société a donc été bouleversée de cette manière, positivement ou négativement, ce qui fait qu'il nous faut réfléchir sur d'autres formes d'éducation. Mais tout à fait d'accord, c'est très lent pour changer les mentalités, surtout dans le monde rural. Le monde urbain, ça bouge peut-être plus facilement, mais dans le monde rural, c'est très, très difficile. Donc, il va falloir continuer ces genres de combats, de sensibilisation, de responsabilisation, pour peut-être arriver à une société beaucoup plus équitable, à une société beaucoup plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Oui, je suis en très grande partie d'accord avec ce que vous dites, à ceci près que il peut y avoir des chocs, des transformations qui accélèrent beaucoup. Je prenais l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, de mon cas, enfin, le cas de ma famille. Ma famille était réduite à uniquement des femmes. Les hommes avaient disparu. Donc, le problème du rôle de l'homme ne s'est pas posé dans mon enfance. Mais ma femme était, ma mère était l'homme, la femme, elle était l'entrepreneuse, puisqu'il fallait qu'elle gagne sa vie. Donc, elle a créé un métier, elle l'a exercé, elle a gagné, etc. Et elle m'a enseigné, puisqu'il s'agit de la transmission entre les mères et les filles, elle m'a enseigné quelque chose de très important, c'est la responsabilité. Dans un pays qui était un pays en dictature, avec le régime de Vichy et Pétain avait tort, donc c'est pas Pétain qui allait m'expliquer ce qu'il fallait faire, il n'y avait qu'une responsable de moi-même, c'était moi. Et ça, la responsabilité, justement, vous avez utilisé le mot, le fait d'enseigner à une fille qu'elle est responsable d'elle-même, ça me paraît absolument fondamental. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, qu'on ne pense pas aux autres, mais ça veut dire que tout jugement est un jugement que je porte en fonction de ce que je pense moi, et pas de ce que pensent mes parents, la tradition, ma mère, y compris, etc. Et cette éducation de la responsabilité, c'est une éducation très sévère, parce que quand on dit tu es responsable de toi-même, c'est-à-dire que tu choisis, tu dois choisir. Mais si tu es responsable de toi-même, si tu fais des bêtises, ben c'est toi qui seras responsable de la bêtise. Donc en fait, c'est une responsabilité qui contrôle aussi tout ce qu'on fait. Mais l'important, justement, pour les filles en particulier, c'est de leur enseigner ce sens de la responsabilité d'elles-mêmes. Et ce qui fait qu'un choix est porté... Là, je pense qu'il y a un choix, justement. Là, les filles doivent apprendre qu'elles ont le droit de choisir, comme les garçons, et à qui on donne davantage, traditionnellement, quelle que soit la société, le choix. Je vois ça, alors ça a changé évidemment dans les sociétés occidentales, la responsabilité des filles est plus grande, mais je vois au niveau de mes grands-parents, c'était tout à fait la même chose. Les études, l'école, le collège, le lycée, c'était pour le garçon, et la fille, elle, c'était l'école. La fille était institutrice et le garçon allait devenir ingénieur. C'est tout à fait classique, disons, c'était classique dans toutes les sociétés. Ben non, c'est pas normal, justement. Et donc, il faut donner aux filles le sens de
du choix, de leur droit de faire ce qu'elles veulent. Si elles ont envie d'être mères de famille, pourquoi pas, hein, c'est pas défendu du tout. Mais si elles veulent envie d'avoir une liberté, une indépendance et une circulation comme autrefois n'avaient que les garçons, c'est aussi son droit le plus strict. Et je pense que ça, c'est très fondamental dans l'éducation des filles, et c'est encore très loin d'être réalisé au niveau des familles en général. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi j'ai eu de la chance d'une certaine façon d'avoir une mère qui m'apprenne ça alors que j'étais toute petite. Tu es responsable, donc tout ce que tu feras, c'est toi qui dois le choisir et personne d'autre à ta place. Et finalement, je pense que c'est une... Vous avez parlé du consentement tout à l'heure. Ben c'est justement, le consentement, si tu le donnes, tu es responsable de ton consentement. Donc tu ne le donnes qu'à bon escient, par exemple. Madame Diop et Madame Vidrovic, vous avez abordé le thème, vous avez utilisé le terme de responsabilité et de choix. Pour revenir sur cette notion de choix, j'aimerais demander au public si, selon vous, les femmes ont le choix d'elles-mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont le choix dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée, en ce qui concerne la question de la maternité et de tout ce qui se rapporte à elles-mêmes. Monsieur Paliès, vous souhaitez répondre à la question ? Je remercie beaucoup Erika de me faire l'honneur de me donner la parole, mais en tant qu'homme, je ne suis pas sûr que je sois le destinataire de ce genre de questions. Je tente à croire que nous les hommes prenons déjà beaucoup de place dans cette société et c'est probablement pas à moi de répondre à cette question. Merci. Je sais pas si on a vraiment le choix, mais en tout cas, on le prend, ce choix. Voilà. Parce que, moi aussi, excusez-moi, je vais parler de moi. Moi, je viens d'une famille défavorisée en France, d'origine maghrébine, et où, normalement, j'aurais dû avoir 10 petits Mohamed. Et donc, non, j'ai fait le choix de pas du tout avoir d'enfants. Et voilà, mais je l'ai pris parce que on est aussi dans une société où la société française nous éduque à quand même à être libre de penser et de faire ce qu'on veut, malgré la pression sociale, hein, parce que moi j'ai subi aussi une pression sociale très importante, et même pour les études, voilà, moi aussi pareil, docteur, enfin voilà. Donc il y a aussi des opportunités, mais pas toutes les femmes ont cette capacité à être révoltées justement par rapport à leur sort. C'est un petit peu ça le problème. C'est-à-dire qu'on est quand même assez soumise, qu'on soit en France ou en Afrique, dans les pays arabes ou autres, on est quand même assez soumise. Et le problème, c'est que avoir le choix, ça dépend quand même des dictatures aussi, hein, qu'il y a autour de nous, hein, le patriarcat, mais aussi les dictatures politiques, etc. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas tellement l'impression que toutes les femmes aient ce choix. Ça fait, je crois, 6 mois que je suis en Afrique. Et moi aussi, en fait, moi par contre, je suis triste de voir toutes ces femmes qui vendent de la tiéké et elles n'ont pas le choix d'avoir ces petits boulots-là, hein, alimentaires. Et pour moi, ça me révolte encore plus, ça me désole. Toute cette prostitution où ces femmes sont obligées de donner leur corps pour gagner 1000, 2000 francs. Je suis désolée, mais moi, ça m'émeut, en fait. Et d'accord, elles ont fait le choix de donner leur corps, mais est-ce que c'est un réel choix ? Je ne crois pas. Hein, quand on est dans une société capitaliste comme celle-ci, où justement tout se monnaie, est-ce qu'on a le choix ? Je ne crois pas. Merci beaucoup, madame. J'aimerais peut-être revenir sur la distribution des rôles qu'évoquait le professeur Diop. Bon, j'ai peut-être la réponse, mais j'anticipe en fait que la distribution des rôles est effectuée par les hommes. C'est ce qu'on entend un peu de vos propos. Est-ce le cas ? Vous évoquez une distribution des rôles dans la société. Ce sont les hommes, du coup, qui distribuent ces rôles. Et du coup, est-ce qu'il y a une malveillance dans cette distribution des rôles-là ? On a l'impression, du coup, que les hommes sont des bourreaux. Et du coup,
ont tendance à distribuer les rôles en voulant pour les femmes une position qui n'est pas forcément celle qui les rend heureuses. Deuxième chose, pourquoi également est-ce qu'il y a un acharnement des femmes à transmettre à leurs filles des valeurs ou des coutumes qui les ont faites souffrir elles-mêmes? Voilà, ce sont les deux choses. Et merci également pour vos contributions. Une de nos panélistes souhaite-t-elle répondre au monsieur? Alors, je vais peut-être un peu répondre de ce que je pense à votre question, à savoir le rôle est-il défini par les hommes? Je pense que culturellement, effectivement, de par le passé, le rôle a été fait par quelqu'un et a priori c'est par les hommes. Après, ce sont des choses qui se sont transmises de génération en génération. Les femmes ayant toujours eu, parce que physiquement, le rôle le moins fort, elles, de par là même, elles ont eu à subir ou à être celles qui devaient pratiquer les tâches les plus difficiles. C'est un choix. Ce n'est pas un choix. Donc oui, le rôle est défini par les hommes. Et pourquoi aujourd'hui, effectivement, je me pose la même question. Pourquoi est-ce que les femmes, pourquoi une mère éduque sa fille, voudrait que sa fille soit traitée d'une certaine manière, et pourquoi sa belle-fille serait traitée différemment, de façon différente? Alors là se pose la question, qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes? Il y a, c'est vrai, la sororité, mais pourquoi, surtout entre générations, et même au niveau des sœurs, pourquoi est-ce qu'une sœur n'accepte pas de traiter sa belle-sœur de la même manière qu'elle voudrait qu'on traite sa sœur? Bon, je ne sais pas si c'est le poids de la culture qui est tellement fort qui fait que malgré ça, elles se sentent contraintes de suivre le chemin qui leur a été tracé. Donc voilà un peu ce que je voulais répondre à votre question. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai un peu perdu le fil de mes réponses. Peut-être que j'y reviendrai. Je voudrais revenir très brièvement sur la question du choix, parce que vous avez tout à fait raison. Des situations justement de très grosse pression sociale et de niveau de revenus fait que le choix est très difficile. Parce que pour faire un choix, il faut avoir la possibilité, il faut aussi avoir beaucoup de volonté. C'est pourquoi je pense que je parlais de femmes fortes, des femmes qui font ce choix-là encore contre la pression sociale, par exemple, et puis contre la difficulté d'ordre économique. Il faut avoir une volonté diabolique pour arriver à faire son choix ou approcher de son choix contre la société, contre les possibilités, etc. Et contre sa propre famille, quelquefois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui, justement, était ultra moderne, si vous voulez. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est loin d'être toujours le cas, bien entendu. Et dans ce cas-là, l'éducation dans son ensemble est très importante, et l'école est très importante. Une fille ne s'émancipera pas de la pression sociale simplement par elle-même si elle n'est pas aidée. C'est-à-dire si au niveau de l'école, de l'instruction, de l'environnement, effectivement, vous avez toute une série de gens convaincus de l'importance précisément de l'éducation des filles et de la libération, entre guillemets, des filles. Donc, il y a la relation mère-fille, mais il y a la relation mère-fille et l'importance de l'environnement et de l'éducation des filles, précisément,
qui soit la même que l'éducation des garçons, et non pas une éducation, malgré tout, héritée de traditions séculaires. Madame Goli, vous vouliez prendre la parole? D'accord. Alors, moi, je vais essayer de répondre un peu aux questions qui ont été soulevées déjà. Est-ce qu'on a le choix? Je dirais non. Finalement, on est dans une société, la dame a parlé d'un système. Face à un système qui est très fort comme le capitalisme, comme le patriarcat, c'est très difficile d'avoir le choix, même si souvent on a l'illusion d'avoir ce choix-là. Quand certaines femmes essaient justement d'aller au-delà, c'est accepter toutes sortes d'étiquettes, rebelle, femme frustrée, femme tout ce que vous voulez. C'est accepter aussi votre communauté qui vous laisse, qui vous abandonne. C'est de se dire, bon, finalement, je fais ce que je veux parce que c'est ma vie, mais ça implique beaucoup de choses pour une femme de se dire, aujourd'hui, je ne veux pas faire d'enfant, aujourd'hui, je ne veux pas me marier, aujourd'hui, je veux vivre ma vie d'une façon ou d'une autre. Mais je pense aujourd'hui qu'avec l'éclosion de certains mouvements, avec l'éducation sexuelle, avec la libération de tout ce qui est éducation, on a des femmes qui assument ces choix. Moi, je pense qu'on a plus de femmes qui assument leurs choix, qui sont responsables, qui se disent que finalement, j'y vais parce que c'est ma vie et parce que j'ai le droit en tant que femme de pouvoir faire ce choix. Pourquoi les femmes s'opposent? Moi, je vais très loin dans notre éducation. Moi, j'ai toujours entendu que ma première ennemie, en fait, c'est la fille en face de moi. Que mon amitié avec une fille, elle ne va jamais durer. Que si je dois avoir un ami, il faudrait que je prenne un homme. Et j'ai entendu beaucoup de femmes le dire, moi j'ai des amis hommes parce que je ne peux pas faire confiance aux femmes. Finalement, à force de se dire ça, à force de se l'entendre dire, à force de se le répéter, mais on n'a pas confiance. Entre nous les femmes, on arrive facilement à des rivalités très, très systématiques. Très, très systématiques, en oubliant que les hommes aussi sont des rivaux. Mais on nous a laissé croire que l'amitié masculine est parfaite en tout point. Que les hommes, ils ne se détestent pas, que l'homme ne déteste pas son beau-fils ou son beau-frère, mais c'est faux. Mais on a exacerbé en fait les relations, on a exacerbé tout ce qui ne marche pas entre les femmes, on nous les a servis. Après, il y a aussi le fait que, comme j'ai dit, les femmes suivent un chemin qu'elles ont toujours vu pour la plupart. Elles répètent ça. C'est peut-être de mauvaises pratiques, mais finalement, elles se disent, mais si tu te rebelles, tu ne seras pas acceptée. Parlons des mutilations génitales. Nous, on a travaillé sur ce sujet. Quand on demande, tu dis, mais j'aime ma fille, j'aime ma petite fille. Si je ne lui fais pas cette excision, comment est-ce qu'elle va se trouver un mari dans notre communauté? Comment est-ce qu'elle sera acceptée? Parce que ce sera la seule, finalement, qui ne soit pas passée par le bois sacré. C'est elle qui sera la paria. C'est elle qui sera ceci, c'est elle qui sera cela. Elles connaissent la souffrance. Mais qui veut que sa fille soit en dehors d'une société? Et c'est là où moi, j'indexe souvent le système. Quand vous avez un système qui est très fort, souvent vous savez que ce que vous inculquez a ses mauvais côtés, mais vous vous dites c'est ça. On n'est jamais parti au-delà de ça. Et ce n'est pas avec moi que ça va commencer. Parlons aussi des relations belle-fille, belle-mère et tout. Moi, je vais toujours sur... On a parlé du rôle de l'homme qui est de pourvoir, du fait qu'on a en fait l'enfant garçon qui est l'enfant qu'on veut. Donc finalement, la mère qui s'investit, la sœur aussi qui abandonne beaucoup de choses pour l'éducation de ce garçon, quand il arrive à se marier, on voit en la femme une personne qui vient vous ravir en fait, quelqu'un qui vous est cher. Donc moi, j'explique souvent cette rivalité-là entre la belle-mère, la belle-fille, la belle-sœur, parce que l'homme, l'enfant mâle, devient en fait une sorte de trésor, une sorte d'objet de convoitise en fait au milieu de plusieurs femmes. Et comme on revient maintenant au système qui nous a dit qu'on doit se crêper le chignon, moi, c'est vraiment mon explication par rapport aux antagonismes féminins. Je peux me tromper, mais c'est vraiment ce que je ressens. Merci beaucoup, madame. On avait une question. Bonsoir. Bonsoir. Je vais intervenir sur plusieurs points. J'aimerais, avant d'intervenir,
revenir rapidement sur l'intervention de Madame. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de triste à fabriquer et à vendre de la tchéké. C'est vraiment une activité très intéressante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou observé les femmes qui font de la tchéké. Elles travaillent sur plusieurs jours. Ensuite, elles vont le vendre et ça leur permet d'assurer leur indépendance face à leur mari. Je trouve que c'est une activité admirable. Ma grand-mère était fabricante et vendeuse d'attiqués. Et ma mère me raconte souvent que ma grand-mère, justement, l'a beaucoup soutenue avec le commerce d'attiqués. Parce que parfois, mon grand-père était débordé. Mon grand-père était ouvrier. Donc, avec son petit salaire, parfois, il était débordé. Et si ma mère a finalement pu travailler comme fonctionnaire, c'est parce que ma grand-mère pouvait prendre dans ses économies, issues de la vente d'attiqués, de l'argent pour la soutenir. Donc, une fois que j'ai fini de dire ça, je fais mon intervention. Je pense qu'on est là, ici, pour parler de c'est quoi une femme, finalement. Je n'ai pas très bien compris le thème depuis que je suis là. Mais après, le thème, c'est la transmission, ce que les femmes nous transmettent, ce que la mère transmet à sa fille. Ok. Donc, ce que la mère transmet à sa fille. Mais déjà, je trouve qu'il y a un problème à poser la question comme ça. Si on est en train de remettre en question les jeux de rôle, dans ce cas-là, pourquoi on parle de la transmission de la mère? Est-ce que la mère, c'est plus son rôle que le père de transmettre? C'est ça le problème. Tant que ce sera la mère à qui sera dévolue exclusivement l'éducation de l'enfant, ben, on ne règle pas le problème. Pour répondre à votre question, c'est un parti pris. Ça fait écho à la journée de la femme. On n'a jamais dit que les pères de famille ne participaient pas à l'éducation. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un parti pris c'est un choix qu'on a voulu faire pour mettre les femmes à l'honneur la journée de la femme, on stigmatise la mère. C'est bien. C'est drôle. Non, je pense que la mère et le père ont une responsabilité égale en ce qui concerne l'éducation de l'enfant. C'est ce que je pense. De vrai, oui. Ensuite, je pense aussi, parce que je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. On peut pas, si on veut changer les choses, il faut changer les choses depuis l'origine. Le père et la mère doivent être mis devant l'égale responsabilité. Les femmes ne sont pas plus responsables des préjugés ou de l'héritage de ce que nos sociétés sont aujourd'hui. C'est un héritage. Et cet héritage-là, ce n'est pas plus les femmes qui le portent que les hommes. Toute la société le porte. Moi, j'aimerais bien revenir sur ce que vous avez dit, sur l'école, par exemple. Moi, j'étais dans un lycée dit d'excellence, je mets un griffe excellence, où on apprenait aux filles, c'était un lycée pour filles, à faire la couture, la cuisine. Ça, ce n'est pas les mères, c'est institutionnel. C'est la Côte d'Ivoire qui fait ça. C'est un lycée public. Donc, on a sélectionné des filles sur les résultats scolaires, mais on leur apprend la couture et la coiffure. Donc, ça, ce n'est pas la mère. La mère aussi a subi ce conditionnement-là. Donc, je ne pense pas que ce soit le rôle de la mère qui soit à questionner, mais de questionner la société elle-même. Mais enfin, j'aimerais terminer en disant que finalement, est-ce que ce n'est pas aussi qu'il y a autant de manières d'être femme que de femmes sur cette terre, et que la question ne devrait pas être de savoir est-ce que c'est le rôle de la femme d'être à la cuisine ou être en train de servir le capitalisme dans les entreprises, mais que chaque femme devrait finalement faire ce qui lui plaît, ce qu'elle a envie de faire. Et que être femme au foyer, c'est aussi respectable qu'être chef d'entreprise. Il n'y a rien d'avilissant dans le fait de rester à la maison. Avant, c'était un problème parce qu'on disait, vous faites ça et vous ne faites rien d'autre. Mais maintenant, ça peut être aussi un problème si on dit, bon, vous ne pouvez pas faire ça, mais finalement, vous ne pouvez pas faire ça, vous payez des femmes qui sont plus vulnérables que vous pour faire le même travail. Ce ne sont pas les hommes qui font les femmes de ménage, souvent ce sont aussi des femmes. Donc, est-ce que ce n'est pas de dire que toutes les féminités se valent? Voilà ce que je voulais dire. Justement, comme on...
Merci beaucoup pour votre intervention. Comme on l'a dit, c'est un parti pris. Et l'année prochaine, on pourra faire ce que les pères transmettent à leurs filles. De plus, ce que les hommes transmettent, ce que les femmes et les hommes transmettent à leurs enfants. De plus, on a choisi le thème de mère pour élargir et pour aussi les dédouaner. Et pour nous, tant que la femme peut choisir qu'elle veut être mère au foyer ou être chef d'entreprise, son choix est respectable. Et voilà. Merci. Il y avait une question là-bas. Je vais lui passer le micro juste après. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur beaucoup de sujets. Et donc, je vais rebondir sur trois mots qui m'ont, je ne vais pas dire qui m'ont choqué, mais qui m'ont interpellée. Donc, une, c'était le choix déjà. Est-ce qu'on a le choix en tant que femme? Alors, pareil, je vais parler de mon expérience personnelle et je vais rejoindre aussi ce qui a été dit. Je pense qu'on aimerait avoir le choix, mais au final, on sait qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait. Il y a des rôles qui ont été prédistribués en avance. Et même si on a envie de sortir de ces cases-là, j'ai l'impression que ça va être plus dur. Donc, un chemin plus sinueux, un chemin où la femme vraiment va devoir, je ne vais pas dire subir, parce qu'on a parlé de subir, d'être frustrée, des mots très négatifs autour de la femme qui sort en fait du rôle qui est déterminé à être femme au foyer. Donc moi, je voulais dire que par rapport à cela, même si on pense qu'on a le choix, je pense qu'il y a un côté aussi, ou un aspect financier qui rentre aussi dans le choix. Donc on a parlé du choix peut-être moral ou du choix, est-ce qu'elle a envie, etc. Mais j'ai l'impression que dans beaucoup de sociétés, c'est un aspect financier qui va retenir, entre guillemets, la femme dans cet aspect à la maison ou dans les travaux qui ne sont pas plus rémunérés, parce qu'on le sait, un homme, entre guillemets, va être mieux rémunéré à un poste égal par rapport à une femme. Donc je ne sais pas si c'est un choix silencieux que l'on fait. C'est juste une question que je me pose. Après, au niveau de la négociation, donc ça revient à ce que je viens de dire, c'est comme si on devait négocier quelque chose encore. Donc comme si ce n'était pas normal de vouloir faire quelque chose de différent. Donc moi, en tant que femme, je ne vais pas dire que je ne trouve pas ça normal de ne pas avoir d'enfant, j'aimerais ne pas le penser, mais malheureusement, inconsciemment, je pense que je le pense, que ce n'est pas normal de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas vouloir se marier, etc. Même si les mentalités changent, c'est quelque chose qui m'a été, entre guillemets, inculqué très tôt, que je vais me marier dans un futur lointain, que j'aurai sûrement des enfants, et que ma place, même si j'ai envie d'être juriste, ce sera beaucoup plus difficile parce que j'aurai également la position de femme à la maison. Donc je peux être juriste, mais je prends également la décision d'avoir 10 chapeaux, en fait. Parce que même si je veux être juriste, il ne faut pas oublier que tu as cette place qui t'attend. Donc le ménage, l'éducation des enfants, les courses, etc., etc. Donc ça reste en fait dans, je ne sais pas comment on dit, dans la tête de l'enfant qui grandit, même si on lui dit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Au final, moi, j'ai quand même grandi en sachant ou en comprenant que je peux faire ce que je veux, mais. Donc ça, c'est juste ce que je voulais partager. Et pour finir, je vais aussi rebondir sur ce qui a été fait. Je ne pense pas qu'il y a un travail qui est moins bien que l'autre pour une femme. Si elle fait le choix de vendre, de la checker au marché ou de faire de la couture ou de la coiffure, pour moi, c'est très bien parce que déjà, elle a le choix de faire ce qu'elle a envie de faire. Et on n'a pas tous envie d'être docteur, ingénieur. Il y a des femmes aujourd'hui, en 2022, qui ont envie d'être femmes à la maison, de soutenir leur mari, de faire le ménage. Je pense qu'il ne faut pas dire qu'il y a des négatifs et des positifs. Il y a des choix. Donc de dire que de faire la cuisine, c'est péjoratif, ou d'éduquer ses enfants, ou de transmettre à ses enfants, c'est une seconde classe. Je dis qu'il faut, voilà, comme l'a dit la personne qui m'a précédée, il faut remettre tout dans les contextes. Oui, on est dans une société où on a vraiment beaucoup de modèles, et on est exposé à avoir justement voir d'autres choix en fait de femmes. Je ne veux pas dire qu'il y a une femme, elle doit être forcément mariée à la maison, mais on est exposé grâce à l'internet à des discussions plus ouvertes. Parce que moi, par exemple, je suis d'origine africaine, je suis née en France. Ce que dit le père, c'est universel. Alors qu'en grandissant, j'ai vu que dans d'autres familles, les enfants ont le droit de parole, ils sont exposés à d'autres modèles, et donc la femme n'a pas forcément le rôle de soumission à la maison, etc. Donc je pense qu'il faut aussi mettre cela sous la table et se dire, on a un choix.
on a un modèle qui est prédéfini, entre guillemets, on peut rentrer dedans, mais ce n'est pas négatif. Ce n'est pas parce que votre mère a été femme au foyer, elle était très malheureuse, que vous, si vous êtes femme au foyer, vous allez être malheureuse. Peut-être que vous, en 2022, vous serez très heureuse de soutenir votre mari, de faire la cuisine, d'aller déposer vos enfants, alors qu'une autre femme, peut-être même dans un village, elle veut peut-être aller travailler, être, je ne sais pas moi, ingénieur en chimie, etc., etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions sur ce qu'est la transmission d'une femme à une autre, parce que quand on parle de transmission, ce n'est pas forcément la mère à son enfant, on a parlé de l'école. Donc moi, je rajoute également l'Internet, parce que ça m'a beaucoup vraiment appris. Je suis de la génération de 1980, donc ça a été mes parents à un moment. Mais au bout d'un moment, avec l'accès à l'information, on a vu qu'il y a beaucoup d'autres modèles. Et maintenant, voilà, est-ce qu'on peut avoir le choix? Et donc, c'est ce que je vous demande. Est-ce qu'on peut avoir le choix? Et je pense que c'est ce que vous vouliez répondre après, non? Ah, ok. Donc, merci. Moi, j'ai pas envie de casser le débat, mais moi, je pense que je trouve ça dommage que la discussion elle soit axée sur l'éducation des filles. Moi, je pense que le problème, il vient de l'éducation des hommes. Je pense que vu qu'on vit dans une société patriarcale, je trouve que c'est mal placé de dire il faut que les mères apprennent aux filles le consentement, la volonté de faire ce qu'elles ont envie. Je pense que si on commençait d'abord à apprendre aux hommes qu'ils doivent arrêter de penser qu'ils peuvent avoir tout le pouvoir qu'ils veulent, la place des femmes serait très différente. Et du coup, je trouve ça un peu dommage de tourner la discussion dans ce chemin-là, et que l'émancipation des femmes ne sera jamais aboutie tant que la mentalité des hommes ne changera pas. Et moi, c'est ça mon point de vue, et c'est sur ça que j'aimerais rebondir. Merci. Pour revenir sur ce que la dame avait dit, à un moment, vous avez parlé d'Internet, et on remarque de nos jours, notamment avec le phénomène des influenceuses, que les jeunes filles notamment ne savent plus vraiment vers qui se tourner. Donc j'aimerais savoir quel est votre avis sur la question, parce que sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément la main mise, et on remarque que plusieurs femmes peuvent véhiculer des messages peut-être faux, et que les féministes qui sont sur les réseaux n'ont pas forcément beaucoup de visibilité. Donc, est-ce que quelqu'un souhaiterait rebondir là-dessus? Il y avait une... Précisément par rapport à la question que vous venez de poser, non. Moi, j'aurais aimé rebondir sur l'exposé de la dame qui vient juste de finir. Moi, j'aimerais dire que les hommes, ils ont été un peu plus futés que ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire aux femmes, ou ils ont rendu les femmes complices de ce qu'ils avaient à faire. On parle de transmission, mais avant la transmission, il a fallu qu'ils décident de quoi il s'agit. Il a fallu qu'ils rendent les femmes responsables de l'exécution de cela pour qu'elles se sentent emplies d'une mission à la limite divine. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, après avoir décidé des choses, mais ils laissent les femmes expliquer aujourd'hui. Je vais parler de l'excision tout simplement. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui excisent, mais c'est des femmes qui excisent. Ce sont des femmes qui prennent tous les risques possibles, malgré que cela soit interdit, pour encore le faire. Mais parce qu'elles ont été rendues complices de cela par les hommes eux-mêmes. Ils ont juste à, de façon psychologique, manipuler afin que cela perdure dans le temps. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, madame. Pour revenir à la prise de parole de Laurence, pendant tout le festival Mousso Yapa l'homme, on a abordé la question de la place de l'homme, et il ne faut pas oublier que c'est un festival qui a duré 1 mois, et malheureusement on ne peut pas parler tout le temps des hommes. Et, comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est un parti pris et on souhaiterait mettre les femmes à l'honneur. Merci. Je concède la parole à madame Diop. Merci beaucoup. En fait, c'était pour recadrer un peu le débat, parce qu'effectivement, le thème, c'est très clair, de mère en fille. La transmission, on peut revenir sur les questions du patriarcat. Pourquoi pas aujourd'hui? Est-ce que les hommes aussi ont leur mot à dire? Je m'en veux pour exemple, j'avais un collègue, on devait aller à l'extérieur
On lui demandait, donc il faut apprendre à cuisiner. Il dit que bon, j'ai pas besoin, je connais. Connaissant notre milieu, il disait que donc une fois à l'extérieur, je pourrais me payer donc la nourriture, etc. Mais une fois à l'extérieur, il s'est rendu compte que ce n'est plus possible et il fallait apprendre à cuisiner. Ce qui veut dire que quand on disait qu'il n'y a plus le choix, donc avec l'évolution de la société, beaucoup de choses ont changé. Mais non, moi j'aimerais bien je ne dirais pas qu'on positivise, mais j'aimerais bien qu'on relativise. Qu'on relativise parce que c'était des époques différentes, c'était des contextes différents. Ce n'est pas, parce qu'on ne l'a pas documenté, et en tant que sociologue, je n'aime pas argumenter sur des choses qui ne sont pas du tout documentées. Qu'est-ce qui nous dit que nos mamans, nos grands-mères, en faisant ces tâches ménagères, comme vous dites, n'étaient pas heureuses? Il nous faut documenter cela pour dire si elles sont heureuses ou elles ne sont pas heureuses. Par contre, moi, j'aimerais bien si on situe le débat. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, où nous tous, on est revenus sur l'éthique, où on est revenu sur l'éducation, et l'éducation moderne, où on est revenu sur l'essor du capitalisme qui a son mot à dire, où beaucoup d'illusions aujourd'hui nous font rêver entre quelle transmission donner à nos enfants. C'est en ce moment-là qu'on dit qu'il nous faut revenir à d'autres concepts. Ce n'est plus la maman qui va revenir pour donner à ses enfants, donc vous allez vous marier, etc., etc. Je pense que quand même il y a une évolution. Et il nous faut quand même s'appesantir sur cette évolution-là. Les femmes ne sont pas restées statiques sur ces considérations, en tout cas dans la société sénégalaise que je connais le mieux. De plus en plus, il y a une évolution. Je n'ai pas parlé de moi, parce que peut-être j'ai eu la chance de trouver une société où les gens se battent pour leurs droits, l'émancipation, avec des femmes qui ont été là très, quand même, calées sur le plan, comment on l'appelle? Donc, sur le plan, effectivement, intellectuel, pour débattre. Et pas seulement sur le plan intellectuel, même sur le plan religieux, parce qu'on oublie un point important, la religion également. Donc, c'était des femmes qui se sont battues pour trouver leur place dans leur société. J'ai hérité de ça, j'ai cette chance-là où vraiment je n'ai pas besoin de m'appesantir sur le fait qu'il fallait aller à l'école ou non. Mon père était enseignant, nous tous on a été éduqués dans la même logique. Mais par contre, pour revenir dans la réalité de la société sénégalaise en profondeur, pour ne pas donc exagérer, il faut dire qu'il y a des époques qui ont été passées, dépassées, et aujourd'hui, de plus en plus, les femmes sont conscientes qu'il faut éduquer leurs enfants. Les femmes sont conscientes, de la même manière que les familles, mais je mets l'accent sur les femmes, qu'il faut changer de cap. C'est vrai, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est lent, parce que le changement de mentalité, ça prend du temps. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas réfléchi à ces changements-là. Et il faut aller dans ces milieux-là pour se rendre compte qu'il y a des changements. Revenir un peu sur les violences entre belle-mère, belle-famille, je ne dirais pas que c'est un épiphénomène. C'est des phénomènes qui sont là, qu'on en voit tous les jours. Les questions aujourd'hui de belle-mère, de belle-fille, on en parle beaucoup. Et je suis même arrivée à dire que ce qui fait mal aux femmes, ce sont les femmes qui le font, parfois. Donc, pour vous dire que là également, c'est des questions, mais ce n'est pas des questions héritées de la culture pour dire que c'est comme ça qu'on doit faire. On doit faire la part de... Ce n'est pas parce qu'on nous a éduqués que si on a des belles filles, on doit les mettre la pression, on doit les malmener, etc. Peut-être c'est une société où il y aura toujours des dérives partout, donc où aujourd'hui on voit ces questions entre les problèmes de belle-mère, belle-fille, etc., etc. Et même les problèmes entre les coépouses, si on parle de la société où on a la polygamie, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que culturellement ça a été défini, qu'on devait mettre vraiment la pression ou bien qu'on devait malmener nos belles-filles ou bien qu'on devait malmener nos maris, etc. Donc là également, c'est un problème. On est dans une société de déconstruction. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de non-dits,
il y a beaucoup de préjugés. Le seul problème, nous, Africaines, en commençant par moi, Madame Diop, enseignante, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas du tout documentées, où on est resté dans des oui-dire. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est aller les documenter. Je suis venue aujourd'hui, parce que c'est un collègue qui me l'a prêté, avec ce qu'on appelle la charte du Kourouka, on l'appelle même la charte du Mandé. Où pour la première fois, quand j'ai lu ce document-là, qui date à peu près du XIIIe siècle, où on nous parlait quelle est la place de la femme dans la société africaine. Et même dans nos gouvernants, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la prise de décision des femmes dans les politiques. C'est parce que peut-être on ignore est-ce que ça existait ou ça n'existait pas. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais il nous faut regarder là où ça baissait, là où ça posait des problèmes, pour dire que ça n'a jamais existé. Et si ça n'a jamais existé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais encore une fois, pour revenir à ce débat d'idées, où à l'ère du XXe siècle, qu'est-ce que nous, on a à transmettre à nos enfants comme valeur? Ce n'est plus de faire l'excision, ça commence à se déplacer, même s'il y a des résistants. C'est là où je voulais vous amener à y réfléchir. Il y a des changements, mais c'est lent. Je prends l'exemple pour terminer sur ce qu'on appelle toutes les pratiques néfastes, y compris l'excision. Il y avait le phénomène de gavage qui existait en Mauritanie, mais qui aujourd'hui n'existe plus. Il y avait le phénomène de Serora, de Lévira. Tu es marié, on vous donne, ton mari est décédé, on amène le frère ou bien la sœur, etc. Tout ça, c'est des phénomènes, ou bien je dirais, c'était des faits sociaux qui existaient dans nos sociétés traditionnelles et à force des choses commencent à disparaître. Mais il faut toujours se battre pour changer, mais le changement encore est lent. Je ne vais pas parler de la société d'autres, mais il y avait ces genres de phénomènes qui existaient dans d'autres sociétés, avec des phénomènes néfastes. J'ai lu, en tout cas, et j'ai entendu dans les recherches, il y avait les ceintures de chasteté. Qui connaissait qu'une ceinture de chasteté qui existait en Europe? Les gens qui devaient aller en guerre, qui mettaient des cadenas pour les femmes, pour que ces femmes-là restent vierges ou bien restent, en tout cas, chastes jusqu'au retour de leur mari. Ça n'existe plus. Entre autres phénomènes de société qui n'existent plus. Donc, il y aura une évolution. Donc, aujourd'hui, dans ce monde de capitalisme, dans ce monde d'Internet, etc., si j'ai des legs à donner à mes filles, c'est quoi? C'est là où on doit mettre l'accent. C'est l'éducation, la responsabilité, et je reviens encore à ce concept, responsabiliser nos enfants. L'enfant doit savoir qui il est, il doit avoir l'estime de soi pour pouvoir prendre ses propres décisions et peut-être l'orienter à prendre les meilleures décisions. Mais sinon, je pense que quand même, il nous faut regarder la société en France pour dire qu'il y a quelques évolutions lentes, je suis tout à fait d'accord, très lentes, avec des résistances, avec des combats à mener, mais je pense qu'on va y arriver. Quand je disais que je ne suis pas aussi pessimiste, je me dis que si on continue avec ces genres de panels, si on continue avec ces genres de manifestations, on arrivera à une société plus ou moins où la femme aura le choix de dire, ou bien la fille aura le choix de dire que c'est ça que je vais faire, et qui ne sera pas stigmatisée dans ce choix-là, avec une société qui aura le même regard. En tout cas, c'est ça mes lectures pendant un bon moment de tout ce que je fais sur le travail, violence, les questions de femmes, les questions du travail des femmes dans le secteur informel. Je suis arrivée à un moment où j'essaie de recadrer, de revoir tout ce que j'ai à faire, et peut-être je me trompe, mais j'essaie de voir où relativiser et essayer d'aller de l'avant. Je vous remercie, Madame Diop, pour votre intervention très pertinente. Dans le public, nous avions une question de... Alors, je voudrais rebondir également sur l'intervention de Madame Diop et sur notre modératrice qui a parlé d'influencieuse. Madame Diop a parlé de la lenteur du changement. Moi, je voudrais savoir, même si c'est vrai que ce n'est pas dans
la droite lignée du thème. Quel est le rôle de l'État aujourd'hui pour peut-être contrecarrer cette lenteur et cette résistance culturelle? Aujourd'hui, dans nos sociétés africaines, quand on regarde la télé, qu'est-ce qu'on voit? Les petits films qui sont des productions locales. Alors, ça tourne toujours autour de la même chose. Une fille qui cherche un homme qui est souvent déjà marié, qui cherche à se caser auprès d'un homme riche. Et bon, voilà. Et tout, pareillement, les poncifs de la belle-mère méchante par rapport à la belle-sœur, les jalousies entre femmes. C'est quand même la télé. La télé aussi a un rôle pédagogique. Et elle ne joue pas ce rôle. Elle ne joue pas ce rôle parce qu'aujourd'hui, la majorité des femmes qui sont là sont des femmes qui sont issues, enfin je m'avance peut-être, ce sont des femmes qui sont issues de familles déjà instruites et qui ont bénéficié de l'instruction de leurs parents et notamment de leur père et de l'ouverture d'esprit de leur père. Mais ces femmes-là qui viennent d'un milieu, qui n'ont jamais connu autre chose que ce poids social avec la masculinité qui est prégnante et puis la femme derrière, ces femmes-là, elles suivent le schéma qu'on leur a inculqué depuis leur naissance. Si l'État ne joue pas ce rôle pour casser, comment faire le changement? Ce n'est pas Madame Diop, avec toute la bonne volonté qu'elle a et au cours de sa vie, que je souhaite longue, mais qui n'excédera sûrement pas le siècle, qui pourra changer quelque chose dans les villages du Sénégal. Ce n'est pas... ce n'est aucune de nous. L'État a un rôle à jouer. Tout comme ailleurs, l'État a eu un rôle à jouer en déclarant que l'école devenait obligatoire. L'État, je pense, a un rôle à jouer qui ne joue pas. Merci, Madame, pour votre question. Pas de... Juste peut-être, quel est le rôle de l'État? Une question importante. N'oublions pas que tout ce qu'on vient de dire, lié à des questions d'inégalité sociale, lié à des questions de violence, lié à des questions, etc., etc. Quel est le rôle de l'État? Peut-être les autres vont y revenir, mais n'oublions pas que l'État, en tout cas, ou bien nos États ont mis tout un ensemble d'instruments juridiques, etc. Vous allez me dire que, mais où il n'y a jamais eu de suivi. Je prends le cas du Sénégal, maintenant c'est devenu, tout le monde en parle, même ma petite fille qui fait la 6e qui me disait que l'État signe toutes les conventions, parce que tout le monde chante au Sénégal que l'État signe toutes les conventions, toutes les lois, etc. Mais il n'y a jamais eu d'application. Maintenant, là où j'ai vu quelque chose qui peut peut-être, je ne dirais pas radicalement, amener des changements, c'est l'éducation. L'éducation, peut-être, vous allez me dire comment faire pour éduquer au plus profond de nos villages, etc. Mais j'ai vu de plus en plus que dans les zones où les femmes sont éduquées, entre guillemets, ou bien sont instruites, parce que l'éducation, ça a un sens beaucoup plus profond, où les femmes sont instruites, de plus en plus quand même, il y a des avancées, des changements. Je viens de terminer une étude de recherche de 4 ans sur les questions de planification familiale, la santé de la mère et de l'enfant, où effectivement les femmes ne voulaient pas vacciner leurs enfants, ou peut-être la société, entre guillemets, dans ces zones-là, ne voulait pas utiliser la planification familiale. Avec d'autres problèmes, les CPN. Donc, si vous êtes enceinte, vous devez aller faire vos visites prénatales, etc. Les femmes ne le faisaient pas. Mais aujourd'hui, avec des questions de sensibilisation, d'instruction, d'éducation, j'avoue qu'on a eu des résultats. Encore une fois, le changement, pour moi, c'est un processus, un long processus, aidé par l'État ou pas aidé par l'État. Mais j'ai vu que si les femmes
sont instruites, et là où elles sont vraiment dans ces zones où les femmes sont instruites, on a vu qu'il y avait quand même des changements sur beaucoup de pratiques qui, avant, on pensait que nous ne pourrons jamais quand même être, peut-être ne pourront jamais disparaître dans ces zones-là. De plus en plus, les femmes vont faire leur visite prénatale parce que n'oublions pas, dans nos sociétés africaines, la grossesse, c'était dans l'invisible. Vous êtes en état de grossesse, on vous demande de ne pas le dire à personne. Et de ne pas le dire à personne parce que c'est dans d'autres phénomènes que finalement les femmes ne voulaient même pas aller faire leur visite. Mais ce n'est plus le cas, de plus en plus ça change. Entre autres phénomènes, beaucoup de choses changent. Et j'ai vu que vraiment l'instruction peut apporter des changements dans beaucoup de phénomènes qu'on juge comme des phénomènes néfastes, etc. Tout n'est pas rose dans nos sociétés, mais il y a des choses quand même positives. Et ce qui est positif, il faut oser le dire. Et ce qui est négatif, nous avons aussi un mot à dire pour dire que non, c'est négatif, mais donner les arguments nécessaires. Parce que parfois, les gens font des choses. C'est tout juste parce qu'ils ne savent pas. En tout cas, j'ai fait presque plus de 20 ans de terrain, plus de 25 ans de terrain jusqu'au plus profond du Sénégal pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait, c'est parce qu'on ne connaissait pas trop bien la portée. Mais il a fallu les expliquer, revenir, expliquer, donner le pourquoi, les défis, les portées, pour que les gens reviennent sur terre pour dire que ah, ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. Je pense que ça va venir, mais c'est à nous également de faire ce travail. On est un peu pressé, entre guillemets, vous m'excusez, on aimerait avoir ces changements d'art, mais moi, je pense que ça prend du temps. Pour terminer, l'excision, j'ai accompagné une étudiante béninoise qui est sage-femme d'État de surcroît, qui voulait voir la relation, le lien entre donc, les complications obstétricales et l'excision. Et on est allé dans certaines zones au Sénégal où ça se pratiquait. Au finish, ces résultats ont montré qu'il n'y avait pas tellement de lien. Et comme on était avec les ONG, ils n'en voulaient pas de ces résultats-là. J'ai osé dire non, on a des résultats. Ah non, j'ai dit on a des résultats, je ne vous apprends pas les cours de l'excision. L'excision, c'est de 4 types. Et on a rencontré des femmes excisées et d'anciennes exciseuses qui disaient qu'avant, on faisait, par exemple, type 4, où on rasait tout. Mais aujourd'hui, on prend un petit bout. Pour moi, ce n'est pas négligé. Et quand les jours où il n'y a pas de changement, j'ai dit un changement. Il y a un changement même radical, parce qu'on rasait tout. On est arrivé à prendre un petit bout. Et demain, on arrivera à ne plus prendre ce petit bout-là. Donc, pour moi, il ne faut pas négliger ces changements-là. On les prend et en tout cas continuer la lutte. Mais il ne faut pas être toujours nihiliste pour dire que non, rien n'a été fait. Finalement, les gens vont être toujours réticents. Moi, je dis oui, c'est bien, mais on va continuer. Parce que quand même, la question de l'excision, c'est la question de santé publique, doublée de la question de droit à notre corps. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de disposer de notre corps comme ça se doit? C'est la question fondamentale. Merci beaucoup, Madame Diop. Madame Goli souhaiterait prendre la parole. Oui, ensuite, assez Madame rapidement, Rodrigue. par rapport en fait au fait que je pense que on s'est un peu, peut-être qu'on ne s'est pas compris, le fait qu'on dise que oui, les femmes qui restent à la maison, il y en a qui choisissent. En fait, on n'est pas en train, je pense que nous ne sommes pas en train de dire qu'une femme en vaut plus qu'une autre ou que toutes les femmes devraient aller au boulot ou devraient devenir des docteurs. Non, nous sommes en train de dire que tant qu'une femme a le choix d'être un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, d'être une ménagère, d'être une entrepreneuse, il faut qu'on puisse lui donner ce choix. Et est-ce qu'on a véritablement ce choix? Et la dame de l'autre côté a parlé des femmes que nous utilisons, nous les femmes qui travaillons. Et c'est très important. Moi, j'ai recommencé à voyager parce que je voyage beaucoup dans le cadre de mon travail. Quand ma fille avait 7 mois, elle était encore au sein, je l'ai laissée. Mais je l'ai laissée dans la main d'une autre femme. Et j'ai l'habitude de dire que si moi, je peux être la femme que je suis, c'est parce qu'une autre femme m'aide, en fait, par son travail à
à moi pouvoir avancer. Donc, je ne peux pas négliger l'apport de ces femmes. Ce que nous devons faire, justement, c'est arriver, elles, à leur trouver un statut légal, un statut social qui fasse que ces femmes puissent vivre de leur travail. Et nous travaillons justement avec les associations pour la ratification de l'OIT, la convention 189 de l'OIT, justement pour rendre le travail domestique en Côte d'Ivoire légal, pour lui donner toute sa condition et toute sa dignité. Donc non, nous ne sommes pas en train de dire que les femmes devraient toutes aller dans un bureau. Non, ce n'est pas ça. Et pour finir, par rapport aux influenceuses, moi je pense que les féministes, les femmes aujourd'hui qui se battent ont véritablement influencé notre société. La preuve est que tout ce qui est en rapport avec les violences, tout ce qui est en rapport avec les droits des femmes est mis sur la table aujourd'hui, et il y a peut-être 4 ans auparavant, le mois de mars n'allait pas être autant rythmé d'activités, autant être visible. Donc ça veut dire qu'on a l'impression, et Madame Diop l'a dit, le changement il est lent, mais il est là en fait. Il y a des avancées. On a l'impression que les autres influenceuses sont plus vues, sont plus suivies, mais en vrai, aujourd'hui, quand la Ligue s'empare d'une affaire, on arrive jusqu'au procureur de la République, ce qui est extraordinaire pour une association qui n'a même pas 3 ans. Mais c'est l'influence aujourd'hui des nouveaux médias, et ce n'est pas à négliger avec une société où on a l'impression que les gens ne s'intéressent pas aux choses importantes. Donc c'était véritablement pour répondre à cette question. Moi, je voudrais dire un mot sur... J'ai trouvé formidable ce qu'ont dit mes deux voisines, et j'avais envie de les applaudir plutôt que de prendre la parole. Mais je voudrais revenir sur une remarque que vous avez faite, madame, sur la télévision, c'est-à-dire l'éducation. Le devoir d'éducation, finalement, de l'ensemble des pouvoirs. Et je pense que le problème de la situation des femmes, de l'éducation des filles, de toutes les prospectives qui sont en train de se faire, et c'est un problème profondément politique. Je le vois pas, et on n'en a pas parlé ce soir, on n'a pas parlé de tout, mais c'est profondément politique dans la mesure où il faut que les pouvoirs, les sociétés, les partis, effectivement, poussent pour accélérer ce genre de choses. Or, en France, actuellement, nous sommes dans une phase régressive avec une majorité conservatrice, et cette idée d'introduire justement cette question de l'importance donnée à l'éducation des filles à l'école a été posée. Elle a été absolument refusée. Ça fait un scandale de droite, pour simplifier, et finalement, tout ce qui est relatif aux relations entre les garçons et les filles, et d'une certaine façon la libération des femmes, pour simplifier, a été rejeté politiquement par les partis, pas nécessairement par le pouvoir d'ailleurs, par les manifestations, etc. Donc c'est vraiment un problème politique dans son ensemble, qui doit être posé comme les autres problèmes politiques, et parce que c'est fondamental, les relations entre les hommes et les femmes, et justement la libération et la reconnaissance de la liberté féminine. Merci beaucoup, madame. Y aurait-il une dernière question dans le public afin de conclure? Merci beaucoup. Comme nous sommes dans un lycée, je trouverais ça intéressant d'avoir le point de vue d'une lycéenne, et je sais que c'est un peu hétérodoxe, mais ma question s'adresse d'abord à madame la modératrice. Madame la modératrice, vous évoquiez tantôt la question des modèles sociaux de construction féminine. Vous êtes à une période où vous entrez dans l'âge adulte et vous venez d'hériter d'une transmission et vous vous apprêtez à prendre des responsabilités dans le monde. Concernant les modèles, je m'intéressais au poids que vous donnez au modèle féminin. Madame Diop évoquait tantôt les femmes de pouvoir. Vous avez grandi, sauf erreur de ma part, en Afrique de l'Ouest, dans une période où le Libéria a été dirigé par Madame Sirleaf. Vous avez grandi en Afrique de l'Ouest,
Pas très loin de chez nous, au Nigeria, le ministère des Affaires étrangères a été tenu par une femme, puis le ministère des Finances était tenu par une femme qui aujourd'hui dirige la Banque mondiale. Si on quitte la région tout en restant sur le continent, Madame Mushikiwabo, après avoir tenu des années le ministère des Affaires étrangères rwandais, responsable devant un parlement aux 2 tiers féminin qui est unique au monde, est aujourd'hui à la tête de la francophonie. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce quelque chose qui est important pour vous? Déjà, pour commencer, moi, mon premier modèle féminin, c'est ma mère. Bien que toutes ces femmes aient accompli des choses vraiment incroyables, bien sûr, ce sont des modèles de réussite et on rêve tous de devenir comme elles. On rêve de pouvoir changer les choses, que ce soit à notre échelle ou à une échelle plus grande. Et pour moi, c'est vraiment important que des femmes puissent être au pouvoir, que ce soit en Afrique ou en Europe, mais je dirais particulièrement en Afrique parce que c'est le continent où il existe encore le plus d'inégalités. Et oui, pour moi, ces femmes, elles sont importantes au vu de tout ce qu'elles ont pu accomplir. Et pour moi, ce sont des modèles parce que toutes les Libériennes peuvent se dire qu'elles peuvent devenir présidentes. Et je me dis que c'est quelque chose qui est vraiment incroyable et ça dépasse toutes les actions qu'un quelconque État ou qu'une quelconque ONG puisse mener parce que le fait de voir une femme au pouvoir, ça donne de l'espoir et ça montre que tout le monde peut, toutes les femmes en général peuvent accomplir de grandes choses et même diriger un pays, donc diriger les hommes. Et je trouve ça important et vraiment très remarquable. Merci beaucoup. Donc, pour conclure, je vais laisser la parole à nos 3 pénalistes qui vont nous faire des conclusions de... Panélistes. Qui vont nous faire des conclusions de 3 minutes. Merci bien. Madame Catherine. Je ne vais pas faire de conclusion du tout, en particulier sur les femmes africaines, pour plusieurs raisons. La principale étant que je ne suis pas africaine moi-même, donc c'est pas à moi de tirer des conclusions, de donner des leçons ou quoi que ce soit, d'autant que les questions sont tout à fait... se posent de façon différemment en Europe, et en particulier en France, mais la situation n'est pas brillante en France non plus. C'est pas les mêmes problèmes, mais c'est aussi... vous parlez de femmes politiques et de l'importance d'avoir de femmes politiques. Je pense que la France est un des rares pays maintenant, un des rares États, où il reste encore quasiment impossible de penser qu'une femme pourrait être présidente de la République. C'est une des caractéristiques assez étonnante d'ailleurs d'un pays par ailleurs pas nécessairement plus conservateur que les autres. Enfin, en ce moment, oui, mais enfin, ça dépend. Mais c'est pas encore dans l'esprit politique masculin l'idée qu'une femme en France deviendrait présidente de la République me paraît encore exclue, alors qu'elle n'est pas du tout exclue en Afrique. Donc ça pose des problèmes, on n'est pas des modèles. Moi, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas à conclure. Évidemment, je passe la parole à mes... Peut-être pour ne pas conclure, c'est des débats ouverts, c'est des débats très très intéressants. Juste dire que c'est une formule qu'on aimerait amener ailleurs pour ces genres de discussions, parce que ça quand même contribue à la déconstruction. Juste ce que j'ai à dire, il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore. Et c'est ça d'abord le fondamental. Il nous faut aller se documenter. Si on veut tenir ces genres de débats pour voir ce qui existe et ce qui n'existe pas d'abord. Parce que des questions fondamentales tout à l'heure, qui a défini les rôles de société? Qui a défini, etc., etc. Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Ou bien est-ce que c'est les hommes et les femmes? Mais ça a existé. Aujourd'hui, ça évolue. Entre autres questions. Au Sénégal, il y a un adage qui se dit en Wolof, Gor Bahna, Jigen Bahna. Gor, c'est-à-dire l'homme, Jigen, la femme. Gor Bahna, moi, l'homme est bon. La femme aussi, elle est bonne. De ce fait que depuis lors, quand on éduque au même titre les hommes
que les femmes. Parce que d'ailleurs, on est allé beaucoup plus loin pour dire que ce que les femmes peuvent apporter aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas l'apporter. Ce qui veut, entre autres, pour dire que ça évolue. Et moi, je tiens à cette évolution-là, lente bien sûr, mais quand même, on va y arriver. Il y aura une éducation où on aura de l'équité sociale. Et pour ce faire, je reviens encore en arrière. Il nous faut s'éduquer, s'instruire. Et là où il y a l'éducation, l'instruction, je pense qu'il peut y avoir un changement positif. Merci. Pour terminer, moi, j'aimerais dire que j'ai aimé le thème parce que pour moi, les femmes transmettent en tant que mère, en tant que femme tout court, en tant que modèle de société. Les femmes transmettent, mais les femmes se font aussi transmettre des valeurs. Donc, pourquoi, aujourd'hui, ce sont des questions ouvertes, comme on l'a dit, pourquoi les femmes continuent encore de transmettre ces valeurs? Est-ce que cela va perdurer dans le temps? Nous osons croire qu'il y aura un changement qui se fait, qui est progressif, qui va arriver, mais aussi quel modèle de société on veut finalement, qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut, voilà, qu'est-ce qu'on veut. Moi, je pense qu'en tant que féministe, nous voulons l'égalité. Nous voulons notre modèle de société, le féminisme étant politique. Nous avons une vision très politique de la société, mais est-ce que c'est cette vision-là qui correspond autant de points d'interrogation qui vont rester peut-être ici, qui vont se déporter ailleurs. Mais j'ai aimé vraiment ce thème, dans la mesure où nous, les femmes encore, nous avons ce privilège de transmettre et certaines fois nous refusons même de céder ce privilège même au père. Voilà, en tant que mère, nous savons ce que c'est de passer derrière, de venir, voilà, toujours refaire encore le même modèle de société. Donc c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut finalement, qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on garde. Merci beaucoup.